Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Pour cet épisode numéro 10 de la série Entendu à Budapest, après un bref excursus turc, nous repartons entre guillemets pour l'Ukraine, les actualités liées au conflit ukrainien, et ce dans la configuration la plus habituelle pour les podcasts relayés par la présente série de vidéos. C'est-à-dire que c'est l'un des analystes récurrents, Georg Spöttler, qui s'exprime, et il s'exprime au micro de Tomasz Király, donc pour la chaîne YouTube Ultrahang. Alors un bref rappel du contexte, qui doit être malgré tout assez clair pour la plupart de ceux qui m'écouteront aujourd'hui ou au cours des prochains jours, mais éventuellement pour des auditeurs qui cliqueraient sur ce contenu dans 1 ou 2 mois, ça peut être utile de le rappeler. On s'approche de la mi-mai et on assiste, notamment depuis l'attaque de drones, alors quoi qu'on en pense, sur le Kremlin, on assiste à une intensification des combats d'une part devant Bakhmut, bon, pas très très difficile de savoir ce qu'il en est réellement, d'autre part des échanges d'artillerie et de missiles, même à assez longue distance, hein, donc des frappes ukrainiennes sur la Crimée, des frappes de missiles russes qui auraient éliminé un certain nombre de hauts gradés de l'armée ukrainienne. Alors tout cela est dans un épais brouillard de guerre. Les Ukrainiens, évidemment, s'empressent de nier, mais simplement les hauts gradés en question sont devenus invisibles et ne se rendent pas, entre autres réunions internationales où ils étaient attendus, etc., etc. Donc c'est un contexte d'intensification des hostilités, en tout cas des frappes, et notamment des frappes aériennes. Et Georg Spöttler commente tout cela, et puis les événements de la semaine, la visite de Zelensky à Rome, etc., euh, formulant des commentaires qui ne sont pas particulièrement surprenants, qui représentent bien, disons, le point de vue majoritaire en Hongrie, qui est aussi le point de vue du régime, du gouvernement Fidesz. Point de vue euh, qui doit déjà être plus ou moins familier, au moins aux auditeurs de cette série entendue à Budapest. Non, ce qui m'a amené à malgré tout décider de relayer cette interview, donc dont le lien sera reproduit en description de la présente vidéo, dans cette série, ce n'est pas le propos ou les propos principaux de Georg Spöttler dans l'interview, ce sont des détails, en l'occurrence 2 détails. Ah, on dit souvent, c'est un dicton hongrois, que le diable se cache dans les détails. Euh, et effectivement, très souvent, ce qu'il y a de plus surprenant pour une oreille francophone, bon, non, une oreille francophone moyenne n'aura pas l'occasion d'être surprise puisqu'elle ne comprendra pas ces interviews, mais en tout cas pour une oreille française, euh, souvent ce qui vraiment retient le plus l'attention, ce sont des détails qui, sans passer inaperçus, mais probablement ne doivent pas surprendre autant les destinataires au premier chef de ces contenus, c'est-à-dire le public hongrois, mais qui, une fois qu'on les traduit, une fois qu'on les décontextualise ou recontextualise à l'usage d'un public français, sont parfois assez sensationnels. Et c'est d'ailleurs, à force de rencontrer sans arrêt dans mes auditions, ma consommation de contenu médiatique hongrois au cours des derniers mois, ce genre de détails, ça fait partie des raisons qui m'avaient poussé à commencer cette série de podcasts. Alors les détails sont les suivants. Le premier concerne la Finlande. Donc on sait que la Finlande, il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, est officiellement entrée dans l'OTAN, a officiellement adhéré à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
ce qui, compte tenu de la taille, enfin surtout en, en longueur, hein, la taille nord-sud du pays a considérablement prolongé la longueur de la frontière commune entre OTAN et Russie. Et donc, sans que l'actualité militaire récente n'ait, semble-t-il, particulièrement concerné la Finlande, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose de ce côté-là, mais probablement simplement parce que ça faisait partie depuis longtemps de l'arsenal de rétorsion envisageable vis-à-vis de l'Europe occidentale. Et bon, que le contexte actuel amène à, ou oblige plus exactement le pouvoir russe à mobiliser au moins une partie de cet arsenal, ben, j'imagine que c'était la mesure suivante sur la liste. Et donc on apprend de la bouche de Georg Spöttler dans cette interview que hier, semble-t-il, donc reprécisons-le tout de même, à la mi-mai 2023, 14 mois, plus de 14 mois après le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine orientale, la frontière finlandaise, côté russe, donc la frontière entre Finlande et Russie, a enfin été fermée au trafic de personnes. Euh, alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, avant tout, j'imagine, d'une population des zones frontalières qui doit être plus ou moins transfrontalière, hein, étant donné que la région s'étendant à l'est de la Finlande, du côté russe de la frontière, est en réalité culturellement homogène, ou du moins l'était euh, il y a encore quelques décennies ou un siècle. C'est la Carélie, donc, qui est aussi un territoire de langue finnoise, bien qu'elle ait, elle, en revanche, principalement été christianisée par l'Est, c'est-à-dire par l'Église orthodoxe. Donc, c'est une région peuplée à l'origine en tout cas, peuplée de finnophones, mais de religion de confession orthodoxe. Donc on imagine facilement que les gens sur place doivent avoir des liens de famille, d'amitié, etc., de part et d'autre de la frontière, se rendre visite. Et puis, que ce soit ou non le cas, comme ils vivent en Finlande, où d'ailleurs, même avant les opérations spéciales, les pseudo-guerres mondiales, etc., tout était hors de prix, eh bien, ils franchissaient jusqu'à hier, donc très régulièrement, cette frontière, entre autres pour faire le plein, beaucoup moins cher, du côté russe, et pour se procurer de l'alcool, hein. Pour ceux qui l'ignoreraient, dans la plupart des pays du Nord, en tout cas à l'ouest de la frontière russe, donc Finlande et puis pays scandinaves, il existe des lois extrêmement restrictives sur le commerce de l'alcool, qui est généralement un monopole d'État, à part pour les alcools à très faible concentration, donc la bière la plus diluée, disons, ce qu'on appelle Folköl, la bière du peuple en Suède. C'est la seule exception. Tout ce qui a une concentration alcoolique dépassant, donc c'est 4,5 degrés, quelque chose comme ça, relève du monopole d'État, lequel monopole sert évidemment aussi à assurer la collecte d'une taxation extrêmement lourde sur tout ce qui est produit alcoolique. Donc les alcools, et notamment les alcools forts, sont hors de prix dans tout le nord de l'Europe, et bien sûr tout de même un peu moins cher en Russie. Et donc voilà, il y avait des allées-venues constantes, j'imagine remontant à des décennies, à travers cette frontière finno-russe, notamment à des fins de consommation, hein, donc d'achat de produits russes relativement bon marché, dont ces consommateurs finlandais vont maintenant être privés. Ça leur apprendra à vouloir à tout prix entrer dans l'OTAN. Alors pourquoi est-ce que je disais que c'est un genre de détail qui ne va pas forcément autant surprendre un auditeur hongrois ou en général d'Europe de l'Est qu'un Européen de l'Ouest ou un Français? Ben, simplement parce que la plupart des gens de ces pays, des pays post-communistes, se souviennent très bien donc de l'époque d'avant 1990,
donc de l'époque des dictatures communistes, au cours de laquelle le passage des frontières sur de longues distances, hein, donc en fait voyager, si vous voulez, de Bucarest à Budapest, de Budapest à Prague, etc., et a fortiori traverser le rideau de fer, passer d'est en ouest, pouvait être extrêmement difficile, réclamer un véritable marathon administratif. Et en dépit de tout cela, en réalité, plein de gens traversaient quotidiennement les frontières, parce qu'il existait par exemple entre la Roumanie pourtant très fermée de Nicolae Ceausescu et la Hongrie de l'époque, il existait un statut spécial pour les zones frontières de part et d'autre de la frontière. C'est ce qu'on appelait le statut de la petite frontière. Donc en fait, une réglementation spécifique pour les déplacements sur une très courte distance, donc typiquement en réalité de populations vivant à proximité de ces frontières et qui pour des raisons familiales souvent exploitées, euh, en se fournissant souvent ensuite le prétexte à des activités économiques et notamment de contrebande, avaient eux le droit, en vertu de l'adresse, en fait, figurant sur leur document d'identité, de traverser sans trop de problèmes cette frontière. C'est une situation que j'ai moi-même encore vécue, donc quand même assez longtemps, plus de 20 ans, après la chute du rideau de fer et des régimes communistes, mais je l'ai encore vécu en 2017, si mes souvenirs sont bons, à la frontière officieuse entre Géorgie et Abkhazie, donc entre l'État géorgien internationalement reconnu et sa province séparatiste ou État autoproclamé d'Abkhazie. Euh, Or, à l'époque, je crois que cette frontière est actuellement fermée, mais à l'époque, il restait possible, quoique extrêmement difficile, de passer cette frontière, donc de se rendre en Abkhazie en provenance de Géorgie. Ça mettait, alors avec un passeport de l'Union européenne par exemple, ou américain, ou canadien, ça mettait une journée entière. On était retenu d'abord 4-5 heures du côté géorgien. Il fallait probablement qu'un coup de fil soit donné en très haut lieu, euh, que quelqu'un dans un bureau à Tbilissi réponde. Bon. Euh, et ensuite, une fois du côté à Pras de la frontière, rebelote, fallait de nouveau attendre pendant des heures et des heures un feu vert en provenance donc de Sukhum, la capitale de l'entité Apraz. Sauf que pendant ce temps, donc, que j'étais là à attendre avec une quinzaine d'occidentaux, de touristes occidentaux, et ben, il y a la moitié de la Transcaucasie qui passait sous nos yeux avec des sacs de légumes, des chèvres, des moutons. Bah oui, c'était des gens des villages avoisinants, hein, de la zone frontalière, des deux côtés, d'ailleurs de culture kardvel, hein, des deux côtés, euh, puisque la majorité ethnique dans le département frontalier du côté Apraz, du côté de l'entité Apraz, mais dans ce département, en tout cas, la majorité ethnique est mingrélienne, hein, donc des gens de langue kardvel, de langue apparentée aux Géorgiens, et qui, eux, bah, avec leurs vieux, souvent des cartes d'identité encore d'époque soviétique, d'ailleurs, pour les plus vieux, ils ne les avaient pas changées, passaient, voilà, je pense d'ailleurs que les gardes frontières les connaissaient depuis longtemps, ils devaient faire ça une fois tous les 2 jours. Et donc, je ne suis même pas certain que tous avaient vraiment besoin de sortir leurs vieux papiers soviétiques de leur veston. Et puis, ils passaient là avec leurs chèvres, leurs moutons, leur sac de haricots, etc., devant, donc, au nez des touristes occidentaux qui, depuis une dizaine d'heures, dans la chaleur du mois d'août en Transcaucasie, et au milieu d'un nuage de moustiques, attendait que le fameux coup de fil de Sukhum. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on a l'expérience de l'Europe de l'Est, c'est peut-être un peu moins surprenant, mais alors je me mets dans la peau de cet occidental qu'on est en train de déposséder, hein, puisque c'est le but de la main-d'œuvre qui paye tout le double, etc. L'énergie, voilà, les réglementations en Allemagne, hein, les gens, d'ailleurs, Spöttler en parle d'ailleurs dans la même interview. Il a un cousin en Allemagne, il a dit il venait de se faire installer une formidable chaudière à gaz, ça lui avait coûté 15 000 euros. Et puis bon, il y a eu un oukase donc des ayatollahs verts au pouvoir à Berlin qui l'ont obligé à se doter d'une autre chaudière
appelé ou un truc comme ça, qui lui a aussi coûté 15 000 euros. Bon, il n'a eu qu'à doubler le budget. Et quand on lui dit que, mais vous saviez qu'en fait, jusqu'à hier, la fameuse frontière là, entre l'OTAN et la Russie, eh ben, avec votre passeport, vous pouviez, voilà, ou du moins un passeport finlandais, je ne sais pas si ça s'appliquait aussi ça s'appliquait aussi aux passeports étrangers, mais voilà, il y avait des gens bah, qui passaient la fameuse frontière. Alors, comme on explique pratiquement des deux côtés d'ailleurs, hein, les deux récits sont fondés sur ce réchauffage assez indécent des mythes de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on vous explique que bon, bah, on est en plein Stalingrad, hein, Bakhmout, c'est Stalingrad. Et alors, il faut s'imaginer comme ça, à travers la ligne de front, hein, en 1943, des gens bah, passant, vous voyez, du côté allemand au côté soviétique pour aller acheter, pour aller remplir le réservoir d'une berline Saab et s'acheter 2 litres deux bouteilles de vodka russe, hein. C'est vrai que ça fait drôle. Et puis le deuxième détail, alors en réalité dans la même série, cette fois-ci ça concerne plus directement la Hongrie et donc ça c'est aussi ce détail qui a donné son titre en fait à l'interview que je commente. Et il s'agit là en fait de rumeurs entourant l'éventualité d'une fermeture plus ou moins officielle qui prendrait probablement la forme en fait d'un sabotage, de manière éventuellement à pouvoir mettre ça sur le dos des bombardements russes, etc. En tout cas, il est question, ou en tout état de cause, les Hongrois craignent très fortement que, d'une manière ou d'une autre, le régime de Kiev ne mette fin au fonctionnement, donc que ça consiste ou non à faire exploser, mais en tout cas mette fin au fonctionnement du pipeline Druzhba, qui, à travers le territoire ukrainien, hein, sous le territoire ukrainien, s'est enterré, alimente, entre autres, la Hongrie en gaz russe. Alors, là aussi, c'est quelque chose que tous les Hongrois savent, et je pense une bonne partie des Ukrainiens et des Russes. Euh, c- c'est une chose que je m'obstine depuis des mois et des mois à répéter, parce que moi, je n'ai pas, au contraire de l'histoire de frontière finlandaise, je n'ai pas appris ça aujourd'hui en écoutant Georg Spöttler, je le sais depuis longtemps. Simplement, je trouve qu'il y a trop peu de gens en Europe occidentale qui en ont conscience. Et c'est qu'en fait, les fameuses sanctions de la commissaire du peuple, Ursula von der Leyen, ne visent pas vraiment à mettre fin aux exportations russes, ne serait-ce que parce qu'elle est évidemment pas assez stupide pour s'être jamais imaginé que les Russes manqueraient de clients pour leur énergie. Non, le but de ces sanctions, c'est le Green Deal, c'est de vous priver, vous, c'est de priver l'Europe de l'Ouest d'énergie russe à bon marché, parce que vous, on estime que vous avez les moyens, hein, il y a encore des ressources euh, exploitables dans le cadre de l'extorsion fiscale, permettant donc une diversification, comme ils disent, c'est-à-dire vous permettant d'aller acheter beaucoup plus cher toutes les saloperies que leurs amis davosiens, hein, les amis de Thierry Breton, vont soit produire, soit importer, hein, que ce soit du gaz liquide, du gaz de schiste américain, ou des moulins à vent ou des panneaux solaires ou que sais-je. Comme on peut décemment pas espérer un effort comparable des populations franchement moins prospères de la partie orientale de l'Union européenne, donc des anciens pays communistes comme la Hongrie, intégrés à l'Union européenne. Les paquets de sanctions successifs ont tous contenu des exceptions, et notamment celle qui permet à la Hongrie de continuer à importer ce gaz russe. Alors jusque-là, on a envie de dire, bon, bah oui, c'est de bonne guerre finalement. Ursula n'a pas envie que les sanctions
provoque un soulèvement populaire en Hongrie qui amènerait au pouvoir des gens encore bien plus à droite que Viktor Orban, et finalement risquerait de produire un début d'explosion de l'Union européenne initiée par un Huxit, hein, une sécession de la Hongrie. Donc on comprend bien qu'Ursula n'ait aucune envie de ça. On comprend bien aussi qu'Orban, ne serait-ce que pour ménager son électorat, aimerait bien que les retraités hongrois puissent continuer à se chauffer pendant les hivers de la pseudo-guerre mondiale en cours. Et finalement, on comprend aussi que Gazprom, enfin que les géants de l'énergie russe, dont Gazprom, bon, là où c'est possible, continuent tout de même à livrer leurs anciens clients, tout en se diversifiant, évidemment, tout en réorientant une grande partie des flux vers l'Asie. Ce qui, en revanche, semble tout de même beaucoup moins compréhensible, c'est l'attitude des Ukrainiens, hein, qui d'un côté vous explique qu'ils sont dans une guerre absolument à la vie, à la mort, eschatologique, l'Armageddon, vous voyez, d'une intransigeance, hein, voilà, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien et puis ensuite jusqu'au dernier Européen, et pour reconquérir le dernier centimètre carré du sacro-saint territoire ukrainien, y compris la Crimée, que Khrouchtchev leur avait filé un jour qu'il avait un peu trop picolé. Bon, et pendant ce temps, en fait, il y a un pipeline russe qui passe sous leurs pieds et qui m'achemine à moi, hein, l'appartement d'où j'enregistre ces vidéos, est chauffé. Enfin là, j'ai coupé, hein, il fait plus si froid, mais c'est bien du gaz russe, hein, qui brûle dans ce convecteur hongrois. Euh, et alors, certes, il touche des droits de passage, hein, que l'exportateur énergétique russe a continué à leur payer. Là, alors là aussi, c'est un peu curieux quand même, parce que, je dirais, bon, pourquoi est-ce que c'est vraiment logique d'envoyer d'une part des jeunes Russes se faire trouer la peau devant Bakhmout et d'autre part des roubles à Kiev pour qu'ils puissent acheter de la munition? Ça paraît un peu... bon. Donc voilà, c'est un détail de plus qui, je dirais, pour peu qu'on ait l'esprit un peu mal tourné, hein, une tournure d'esprit un peu complotiste, pourrait assez facilement amener à remettre en cause ce récit, d'ailleurs très harmonieusement partagé, hein, par les deux, par le récit atlantiste et par le récit pro-russe, ou plus exactement le récit poutinien. Euh, donc ce récit de la guerre mondiale, hein, donc c'est une guerre mondiale, mais pendant laquelle le gaz, malgré tout, s'écoule dans les pipelines sous la ligne de front, et les riverains finlandais vont quand même jusqu'au supermarché russe le plus proche pour se réalimenter en vodka. Et ah oui, quand même, le détail dans le détail, que j'allais oublier, mais ce serait dommage, ce pipeline, qui est donc d'époque soviétique, hein, passant sous l'Ukraine pour alimenter une partie de l'Europe centre-orientale, porte un nom. Il s'appelle le pipeline Druzhba. Druzhba en russe, c'est l'amitié, qui à époque soviétique, c'est un nom qui avait été donné à tout un tas euh, d'infrastructures, d'institutions, de machines, même d'objets du quotidien. C'était notamment une marque de tronçonneuse, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, le nom commun permettant de désigner une tronçonneuse en roumain, c'est ce mot-là, drujba, donc l'amitié, hein, la tronçonneuse et l'amitié, c'est la même chose. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était quand même un détail extrêmement piquant, donc ce gaz, ce gaz encore relativement bon marché qui vient depuis les steppes russes, pour me réchauffer à Budapest, à travers, donc en pleine guerre mondiale, mais à travers ce pipeline, encore fonctionnel au moment où je parle, qui s'appelle Druzhba. Voilà, le pipeline de l'amitié. Circuler, il n'y a rien à voir.